Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de One Shot, puisque j'allais faire ma vidéo des sagas en cours comme je fais tous les ans sur la chaîne à cette période-là à peu près, et je me suis rendu compte que finalement j'avais peut-être pas fini tant que ça de saga. On verra ça lorsque je ferai la vidéo parce que je n'ai pas compté ce que j'ai fini en saga, mais par contre il y a un petit nombre de livres que j'ai lus cette année qui sont des one-shots et du coup dont je vous reparle assez peu souvent parce qu'autant une saga, je vais vous en reparler à chaque fois que je vais lire un tome, mais le one-shot, une fois que je l'ai lu, en général je vous en parle quelques fois, que ce soit sur la chaîne ou les autres réseaux, mais pas plus que ça parce que à moins qu'il ait une thématique particulière qui puisse rentrer dans des recommandations thématiques, c'est pas forcément des livres que je remets beaucoup en avant et pour autant, il y a des petites pépites. Et si j'ai aussi eu envie de vous parler de One Shot, c'est aussi parce que je suis en train de lire Block or Love de Magali Ingibert aux éditions Hugo Roman et que je suis clairement en train de dévorer. Bon, j'avoue, c'est grandement grâce au livre audio parce que en plus d'avoir une histoire qui est vraiment trop chouette, c'est un livre audio qui est hyper appréciable à écouter. C'est lu par Charlotte Campagna et en général, je ne suis jamais déçue des livres audio lus par cette narratrice. Vous pouvez le retrouver sur les applications BookBeat et Audible si cela vous intéresse. Vous avez toujours les liens en description, bien évidemment. Block or Love, c'est l'histoire de Mackenzie qui est joueuse de volleyball, qui souhaite se professionnaliser dans ce sport et donc qui a intégré une université où le niveau sportif en volley est très élevé pour justement avoir une chance d'être recrutée par la suite, sauf que les choses ne se passent pas si bien que ça dans l'équipe où elle est, puisqu'il y a zéro cohésion d'équipe et en plus de ça, elle se rend compte que sa taille qu'elle pensait être un atout pour ce sport ne l'est pas vraiment, sachant que c'était la seule raison qui faisait qu'elle acceptait à peu près d'être une personne de grande taille, parce que dans son quotidien c'est assez compliqué et elle est souvent cible de moqueries, donc franchement des sujets très intéressants autour de la confiance en soi, autour de l'estime de soi, de l'orientation professionnelle aussi et des enjeux qu'il peut y avoir surtout dans un milieu sportif où la moindre blessure peut vous mettre au pied du mur et franchement j'adore. En plus de ça, une romance mais super attachante qui prend le temps de se développer, qui s'installe progressivement et j'adore. Franchement les personnages sont juste mais trop chouettes et je passe un excellent moment. C'est peut-être un chouïa court dans le sens où je le dévore complètement, mais clairement je ne peux que vous le recommander. Du coup, on va continuer dans cette lancée et je vais vous présenter les autres romans que j'ai pu lire, que ce soit en romance mais bien aussi en fantasy et qui sont tous des one-shots. Ça peut être bien pour les personnes qui en ont marre de se lancer dans des sagas à rallonge. Là pour le coup, en un tome, vous avez l'histoire complète. Ah oui, et d'ailleurs, j'ai voulu sélectionner du coup tous les livres que j'ai lus sur une année glissante pour que ça ait aussi un rapport avec ma vidéo des sagas terminées, donc on est globalement sur des livres lus entre août 2023 et août 2024 à peu près. J'ai donc lu Ce Grillant vivant de Emma Green qui a été un énorme coup de cœur. On est ici sur un roman aux éditions addictives et franchement c'est une belle pépite. On y suit Cléo qui devient interne à l'hôpital de Chicago après une année assez particulière puisque elle est en plein deuil et en fait cette année-là fait qu'elle a manqué un an dans ses études de médecine et le fait de devenir interne va la mettre aussi sur les pas d'un de ses anciens camarades de classe avec lequel il y avait une certaine rivalité mais aussi une belle attraction, ce qui fait que ces personnages vont renouer au fur et à mesure puisqu'ils sont obligés de travailler ensemble au sein de cet hôpital et franchement c'est super intéressant. J'ai adoré toute la question du deuil et qu'il y avait autour de cette histoire aussi, de la confiance en soi également qui est très présente. Vraiment c'était génial et une très belle représentation du cadre hospitalier et des difficultés que peuvent rencontrer aussi certaines personnes qui travaillent dans les hôpitaux. Donc clairement un livre je pense à découvrir. J'ai également eu un gros coup de cœur pour The Cheat Sheet de Sarah Adams. Franchement j'ai adoré cette histoire. On est ici sur une romance sportive mais qui n'est pas une romance universitaire et je tiens à le souligner parce que c'est quand même plutôt rare de ne pas voir les deux mêlés ensemble et franchement c'était très chouette de suivre ces personnages qui ne sont plus à l'université, qui sont un petit peu plus adultes mais en même temps avec toujours ce côté sportif qui ici clairement se révèle être presque plus de la célébrité qu'autre chose. On y suit Brie qui elle est prof de danse à défaut d'avoir pu se lancer dans une carrière de danseuse et qui a un peu de mal à joindre les deux bouts mais voilà, qui s'en sort quand même quand bien de mal. Et de l'autre côté, Nathan qui lui est un joueur de baseball et qui clairement est une célébrité. Tous deux vont se retrouver à devoir faire semblant d'être en couple, sauf que en réalité ils ne sont pas simplement meilleurs amis et ils se voilent déjà la face à longueur de temps sur les sentiments qu'ils ont réellement l'un pour l'autre. Alors quand tout cela va être mis à péril parce qu'ils vont devoir faire semblant d'être en couple, ça va être bien compliqué pour eux et pourtant
Franchement, j'ai adoré. Bon ok, Brie, elle ne voit rien venir à des kilomètres, mais honnêtement, je suis vraiment comme elle, donc ça m'a absolument pas dérangée et j'ai trouvé que c'était vraiment la romance idéale si vous voulez un Friends to Lovers vraiment parfait. Pour le coup, c'est pas forcément une trope que je recherche spécialement, c'est même une trope avec laquelle j'avais beaucoup de mal pendant très longtemps et pourtant mais clairement, ce livre-là est juste incroyable dans ce genre. Ah, et petite précision, on y suit des personnages adultes, mais c'est pas explicite. Donc ça peut intéresser aussi certaines personnes qui ne sont pas forcément intéressées par des romans young adultes, mais qui ne recherchent pas pour autant des scènes explicites, quand bien même dans ce que je vous présente, globalement, il y en a pas non plus énormément. Enfin, je vous dis ça, je pense qu'on est clairement sur le livre le plus explicite de cette sélection de livres que j'ai pu lire en one shot sur une année, puisqu'il s'agit de Love on the Brain de Ali Hazelwood aux éditions Holdsville, et clairement, contrairement à ce que nous laisse penser la couverture, ouais, c'est quand même un petit peu spicy. Bon, il n'y a pas que ça, il y a quand même une histoire qui est développée et qui est super intéressante dans laquelle on va suivre Bee, cette fois-ci, et pas Brie comme dans le livre précédent. Bee va intégrer la NASA pour travailler sur un projet qui lui tient énormément à cœur, et ce projet, eh bien, elle va devoir le traiter en compagnie de Levi Ward, qui clairement est une personne avec laquelle elle s'entendait pas forcément très bien lors de leurs études, mais voilà, ils sont perdus de vue, et là, en fait, le travail fait qu'ils se retrouvent sur le même chemin et sur le même projet. Mais en fait, eh bien, il y a plein de choses qui arrivent et qui se mettent un peu entre les roues de Brie et qui font qu'elle n'arrive pas à avancer dans son projet comme elle le voudrait, qu'elle n'arrive même pas à commencer les choses, et elle pense que tout ça vient de Levi, donc elle va un peu creuser à ce sujet-là, et franchement c'est super intéressant, j'ai adoré cette lecture, on passe un super moment en lisant ce livre, mais voilà, comme je vous disais, il y a quand même des scènes explicites et elles sont vraiment plutôt explicites. Alors il y en a pas énormément, mais il y en a, et je tiens à le souligner si jamais c'est pas forcément quelque chose vers laquelle vous voulez vous diriger, parce que clairement la couverture ne laisse absolument rien présager. Mais si vous voulez avoir un avis plus détaillé sur ce livre, je l'ai lu récemment et vous allez pouvoir le retrouver notamment dans mes derniers vlogs lecture où je vous en parle au fur et à mesure de ma lecture. Du coup je vous mets toute la playlist des vlogs lecture juste ici si ça vous intéresse. On continue toujours la romance adulte, cette fois-ci avec des romances de Noël qui elles aussi ne sont pas vraiment explicites, ou en tout cas très peu. Il s'agit dans un premier temps de Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël de Karen Pont aux éditions Fleuve, qui clairement était incroyable. C'est un livre que j'adore, que j'ai vraiment même envie de relire. C'est une histoire qui amène à relativiser sur la vie, sur le travail, sur l'importance qu'on donne aux choses, et qui est super importante je trouve pour ces valeurs-là. Clairement, après avoir lu ce livre-là, vous ne pouvez avoir qu'envie de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour voir vos proches, de prendre du temps pour juste sociabiliser avec d'autres personnes et moins travailler. Bon ok, c'est pas comme ça que l'argent va rentrer, mais de temps en temps ça fait du bien aussi de vraiment s'ouvrir aux autres et de pas toujours être focus la tête dans le guidon pour le travail, et franchement c'était génial. C'est aussi une histoire qui parle de rédemption, de l'acceptation de ses erreurs et de la remise en question, et franchement je pense que c'est des sujets qui sont très importants à souligner et qu'il est important en fait d'avoir conscience. Je pense que c'est des choses qu'il faut pouvoir faire de temps en temps sans pour autant tomber dans l'extrême où on se remet constamment en question et qu'on n'a plus du tout confiance en soi, parce que c'est pas non plus bon, mais c'est bien aussi parfois d'essayer d'aller de l'avant et devenir une meilleure version de nous-mêmes, et je pense que ce livre prône vraiment tout ce que j'apprécie entendre en fait autour de ces sujets-là. Bref, je ne peux que vous le recommander. Dans cette histoire, on va suivre Victoria qui, elle, travaille dans la publicité, elle est clairement une bourrou du travail, et elle va se retrouver dans un centre de réhabilitation de Noël suite à un accident qui va faire qu'en fait, si elle veut quitter cet endroit, il va falloir qu'elle pardonne à ses erreurs du passé, et en fait c'est super intéressant puisque elle va se retrouver en fait au contact d'une de ses anciennes camarades de classe lorsqu'elle était au lycée, mais aussi de la grand-mère de cette personne, et franchement j'ai adoré. C'est plein de douceur, plein de bonté, et ça fait un bien fou tout en ayant cette vibe très Noël et le fait de se rapprocher des autres, etc. Franchement, je ne peux que vous le recommander. Et la deuxième romance de Noël, c'est Christmas Therapy de Caro Emmeline, qui clairement est géniale. Ici, c'est plus sur une vibe un peu plus humoristique, mais on retrouve quand même ces thématiques un peu du travail, mais surtout de la confiance en soi, de l'acceptation des autres et de la manière de fêter Noël qui est super importante. Et en fait, enfin voilà, que faut accepter que chacun est une façon propre à lui de fêter les fêtes ou de ne pas les fêter d'ailleurs, et juste d'accepter l'autre en fait tel qu'il est, et ça c'est super intéressant.
Ici on va suivre Maureen qui est complètement fan de Noël, mais elle se retrouve sur la sellette. Clairement elle est tellement fan de Noël qu'elle va devoir passer un stage pour devenir un petit peu moins fan de Noël, ou en tout cas remettre Noël au bon niveau, parce que clairement c'est plus possible en fait. Et de l'autre côté il y a Logan. Logan lui est le fils d'une gérante de toute une structure de décoration et d'animation pour Noël, donc clairement il connaît très bien ça, mais pour autant il déteste complètement cette fête parce qu'il l'a toujours associé au fait que sa mère ne s'occupait pas de lui à ce moment-là. Et en fait voilà, pour lui c'est tout l'inverse et l'opposé de Maureen, il exècre Noël. Et tous deux vont se retrouver dans le même programme où ils vont travailler ensemble sur leurs sentiments par rapport à Noël, et donc ils vont devoir former un binôme et trouver un entre-deux entre ce qu'ils aiment et ce qu'ils détestent. Et franchement c'est génial, et du coup ça va amener à une relation entre eux, et franchement c'est tellement drôle, c'est tellement rafraîchissant. C'est un livre que je peux que vous recommander si vous recherchez une romance de Noël pour cette année, même si on est en été, donc c'est un petit peu tôt pour parler de ça quand même. Ensuite, j'ai quelques romances young adult à vous présenter. Tout d'abord, j'ai lu En équilibre de Morgane Moncomble aux éditions Hugo New Way, qui là va parler aussi de la phobie d'impulsion, qui est très intéressant. Je n'avais jamais entendu parler de phobie d'impulsion jusqu'ici, enfin si plus ou moins, mais voilà, j'avais pas forcément en tête ce que ça représentait réellement, et finalement, eh bien, c'est très intéressant de voir ça à travers les yeux de Lara, qui elle est passionnée de gym, en particulier de cerceau aérien, qu'elle pratique depuis très longtemps en compagnie de sa sœur, sauf que voilà, à l'adolescence, chacune d'entre elles trouve son propre chemin, et la sœur de Lara, donc sa sœur jumelle, décide de ne pas continuer le cerceau, alors que Lara, elle comptait vraiment là-dessus pour potentiellement en faire son métier, même si ça va à l'encontre des souhaits de ses parents qui voudraient qu'elle intègre une grande école, etc. Donc en fait, Lara, elle vit complètement sous pression constante de cette obligation familiale qui lui impose d'avoir des résultats scolaires exemplaires, de cette pression qu'elle se donne à elle-même d'être la meilleure en cerceau, alors qu'en plus de ça, eh bien, elle a constamment peur qu'il se passe certaines choses, que voilà, qu'elle tombe du cerceau, qu'elle tue ses proches, etc. Enfin bref, ça peut être vraiment parfois des images très violentes qui lui viennent en tête. Et bref, Lara va tout faire pour trouver une solution pour continuer à pratiquer le cerceau, bien qu'elle soit incapable de le faire seule, et elle va se rediriger vers une autre personne qu'elle côtoie plus ou moins dans son lycée, mais qui est aussi quelqu'un qui baigne un peu dans le milieu du cirque, bien malgré lui, parce que lui en fait il ne souhaiterait pas forcément continuer dans cette voie-là, mais au contraire ses parents tiennent un cabaret et ils sont vraiment très enclins à perpétuer cette entreprise et à la transmettre à leurs enfants par la suite. Donc clairement il a pas forcément trop le choix, et le mot à dire. C'est une histoire qui, comme vous l'aurez compris, va aussi parler de l'orientation professionnelle, de la place des parents dans ces choix que l'on peut faire à l'adolescence, du meilleur choix que l'on peut faire, etc. Et franchement, c'est très intéressant de le voir ainsi. C'est pas forcément toujours évident d'affirmer ses choix, d'affirmer ses envies, et surtout de faire le choix le plus judicieux par rapport à ce qui pourrait réellement être une carrière professionnelle. Et j'ai apprécié découvrir ce sujet-là abordé ici, qui je pense peut vraiment résonner en plusieurs adolescents, et du coup c'est super intéressant de traiter ce genre de sujet dans des romans young adult. Et en plus de ça, on va aussi parler de grossophobie, puisque Lara est une personne qui est grosse et qui pratique le cerceau aérien, et c'est clairement généralement deux choses qui ne vont pas ensemble, mais aussi en fait de ce regard des gens sur sa morphologie et du regard d'elle-même aussi sur son propre corps. Et franchement j'ai passé un très bon moment de lecture, quand bien même je trouve que côté romance, il y a quand même des choses qui sont très prévisibles. J'aurais peut-être aimé que certains sentiments soient un petit peu plus creusés entre les personnages. On n'est pas non plus sur la meilleure lecture de l'année, mais c'était franchement très chouette, et les sujets abordés peuvent résonner, je pense, en certains adolescents, et je pense que c'est ce qui est le plus important dans ce genre de livre. Et la deuxième romance young adulte que j'ai lue cette année, ça a été Check and Mate de Alia Zellwood, donc publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Ici, c'est une histoire qui va être vraiment dans le milieu des échecs, et pour le coup, c'est vraiment au centre du roman. Et honnêtement, j'y connais pas grand chose aux échecs, mais je me suis prise au jeu dans cette histoire. Ça m'a complètement emportée, et franchement, j'ai passé un super moment de lecture en lisant ce livre.
On y suit Mallory qui a pendant longtemps joué aux échecs, qui adore ce jeu, mais qui en fait l'avait vraiment mis de côté parce qu'elle a d'autres priorités dans la vie, comme travailler en tant que mécanicienne pour gagner assez d'argent pour faire vivre sa famille, parce que sa mère ne peut pas travailler et il y a clairement sa mère et ses sœurs à nourrir, ce qui clairement n'est pas si évident que ça, et toute cette responsabilité elle repose sur les épaules de Mallory qui est adolescente, donc elle est quand même vraiment plutôt jeune pour être responsable de toute sa famille. Et en fait un jour elle va se dire pourquoi pas utiliser son don pour les échecs pour se faire un peu plus d'argent facilement en participant à un tournoi, et en fait elle va très vite se rendre compte que c'est assez facile pour elle parce qu'elle a vraiment un don pour ça et participer à de plus en plus de tournois tout en cachant cela à sa famille, mais en plus de ça en rencontrant un joueur d'échecs qui est d'une renommée internationale et voilà. Une relation va se tisser entre eux. C'est un livre qui est franchement très chouette, qui est assez sympa à lire, aborde aussi le sujet de la responsabilité, surtout en tant qu'adolescent et dans des familles, dans des milieux difficiles. La question de l'argent aussi et de la facilité à laquelle on peut se faire de l'argent ou non d'ailleurs, de la difficulté aussi de certains métiers, mais c'est en même temps une histoire qui pour moi manquait cruellement de réalisme sur un point en particulier, l'âge des personnages. Je comprends qu'on mette des personnages adolescents dans ce genre d'histoire parce qu'elle est dédiée à un public adolescent. Ça me semblait complètement irréaliste d'avoir des personnages adolescents, milliardaires et meilleurs joueurs d'échecs au monde. Ouais. Il y avait un côté vraiment très irréaliste où tu t'attends à ce que le meilleur d'échecs au monde soit pas un adolescent, et d'ailleurs je crois qu'il y a pratiquement jamais d'adultes, ou en tout cas on ne mentionne pas leur âge dans ces cas-là quand ils parlent des autres joueurs, et j'ai l'impression qu'ils ne jouent que entre adolescents, donc c'est un peu particulier. On passe maintenant à des livres plutôt dans l'imaginaire. J'ai tout d'abord un roman fantastique qui d'ailleurs a une énorme touche de romance aussi. Il s'agit de La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana aux éditions Lumen, et je le recommanderais plus pour un public adulte que young adulte parce qu'il y a quand même une scène qui est plutôt détaillée dedans, donc peut-être pas à mettre entre les mains de tout le monde, en tout cas pas en celle des plus jeunes. Dans cette histoire, on va suivre Mika Moon qui est une sorcière, mais forcément elle le cache à tout le monde puisqu'en fait les sorcières vivent dans la société humaine parmi tout le monde sans qu'on connaisse leur existence, et pour cela et pour faire en sorte qu'on ne découvre pas leur existence, eh bien elles vivent de manière plutôt isolée parce que dès qu'elles se rencontrent, dès qu'elles se retrouvent regroupées trop longtemps au même endroit, eh bien leurs pouvoirs vont faire que il va se passer des petites choses un petit peu extraordinaires, un peu paranormales, etc. Donc elles évitent de se rencontrer, de se retrouver. Et Mika, elle vit dans sa petite ville, tranquille, voilà, elle fait sa petite vie, et elle fait des vidéos sur internet où elle fait semblant d'être une sorcière. Jusqu'au jour où elle se retrouve contactée par une personne qui souhaite lui proposer d'intégrer leur manoir pour s'occuper de 3 petites filles qui vivent dans ce manoir-là et qui se retrouvent du coup sans personne pour s'occuper d'elles, et elles auraient besoin d'une personne, voilà, et du coup Mika aurait la possibilité d'aller là-bas et d'être logée, nourrie, blanchie en échange de s'occuper de ces filles-là, et en fait elle va accepter. Mais elle n'a pas du tout la moindre idée que si on lui propose cela, c'est parce que ils ont décelé en elle le fait qu'elle était probablement une sorcière, et ce qu'ils veulent, c'est vraiment une sorcière pour éduquer ces petites filles qui ont leur pouvoir magique, qui défaillent, qui vont dans tous les sens parce qu'elles n'apprennent pas à les maîtriser, elles n'ont personne pour les aider dans ce point-là, et essayer de résoudre tous les problèmes, d'enseigner la magie, etc. Et c'est franchement très intéressant. J'ai adoré cette lecture, c'était vraiment trop chouette. La façon aussi dont les pouvoirs magiques fonctionnent, le fait qu'ils soient décuplés en présence de plusieurs personnes, surtout quand elles restent longtemps au même endroit, etc. C'était très intéressant et c'est quelque chose qu'on voit pas forcément toujours. Donc franchement, j'ai passé un super moment de lecture, c'était d'ailleurs un coup de cœur et je vous le recommande vivement si vous voulez découvrir ce livre. Je pense qu'il sera parfait si vous voulez une cozy fantasy pour l'automne, vraiment idéal. Ensuite, j'ai également lu Sing Me Forgotten de Jessica S. Olson aux éditions Big Bang, qui franchement était très chouette. On est ici sur une réécriture du fandom de l'opéra, et j'avais déjà adoré Forgery of Roses de cette autrice. Du coup, j'étais déjà quasi sûre et certaine que j'allais apprécier celui-ci, et vraiment, j'ai pas été déçue. Dans cette histoire, on va suivre Isda, qui a un pouvoir assez particulier puisque elle est capable d'influencer sur l'impression des spectateurs lorsqu'ils regardent un spectacle, et donc elle est retenue un peu captive dans l'opéra, puisque en fait, elle travaille
travaille pour Cyril qui insiste à ce qu'elle soit présente aux représentations et qu'elle utilise son pouvoir pour que leur opéra fonctionne au mieux, puisque à chaque fois que les spectateurs vont venir voir l'opéra là-bas, et bien en fait ils vont ressortir complètement ébahis, émerveillés grâce au pouvoir d'Isda. Mais en fait c'est pas si simple que ça, et en fait il y a deux types de personnes qui peuvent influencer sur les pouvoirs, dont une qui peut complètement se nourrir de l'essence de certains artistes, et c'est clairement quelque chose de très dangereux qui est complètement persécuté par cette population, et du coup Isda doit vivre cachée jusqu'au jour où elle a un petit espoir de pouvoir enfin sortir de là. Et franchement c'était très intéressant, mais j'aurais aimé que le système de magie soit un petit peu plus approfondi encore, parce que justement je l'ai trouvé super original et très recherché pour le coup. Mais voilà, j'aurais aimé un petit peu plus de profondeur de ce côté là, peut-être que l'on voit un peu plus aussi le monde en dehors de l'opéra, et vraiment j'ai adoré cette lecture et je ne peux que vous recommander de la découvrir si jamais c'est un sujet qui pourrait vous intéresser. J'ai également lu Les Trônes Trahis de Nasrin Amari aux éditions Stardust, qui a été un coup de cœur pour le coup. J'ai vraiment tellement aimé cette histoire. On est ici sur une romantasy qui va avoir ce côté très slow burn que j'aime tant, et aussi sur un one shot. Il se dévore clairement. Dans cette histoire, on va suivre Phoebe, héritière du royaume de Cydia, qui s'affaiblit complètement suite au régicide de ses parents, et en fait elle va se faire passer pour une autre personne pour intégrer le royaume de Killian, qui serait responsable du régicide de ses parents. Et du coup en fait en se faisant passer pour une autre personne, elle va se rapprocher d'Emrys, qui est le prince de ce royaume, donc clairement son ennemi juré. Alors le royaume de Killian finalement il va cacher d'autres choses, puisque le roi est clairement au bord de la mort, et du coup en fait ils sont dans un moment où clairement côté pouvoir c'est un petit peu particulier, d'autant plus que c'est un royaume qui est contre toute utilisation de magie, et donc Phoebe va devoir faire très attention à elle pour intégrer ce royaume sans se faire démasquer, puisqu'elle a un pouvoir bien particulier. Elle détient le baiser de la mort, toute personne qu'elle embrasse pourrait mourir. Et elle compte bien l'utiliser pour venger ses parents. Clairement une histoire que j'ai tellement aimée, que ce soit par les messages qu'il porte autour de l'acceptation de soi, des autres, des religions, des différences aussi entre les personnes qui ont de la magie et celles qui n'en ont pas. C'était franchement très intéressant. Il y a des sujets très forts qui sont abordés ici du coup autour de ces thèmes-là, et la romance qui se tisse progressivement est juste incroyable. Enfin j'ai adoré, vraiment il n'y a pas d'autre mot, c'était formidable et je ne peux que vous le recommander. Clairement si ça pouvait être une saga, je serais enchantée d'en découvrir la suite, mais c'est un one shot. Ensuite, j'ai lu Les Sœurs Wickwood de Ludivine Irola aux éditions Bayard, et ça a été une lecture un petit peu plus en demi-teinte pour le coup. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Medora et Allegra, qui sont donc les Sœurs Wickwood, les dernières descendantes d'une lignée d'occultistes royaux, qui vont se retrouver sur les traces d'une mission à accomplir pour le roi, et ça pourrait faire complètement la différence sur la manière dont sont perçus les occultistes royaux, donc elles vont prendre cette mission très à cœur, et donc on va suivre Medora et Allegra dans cette quête, et ça va être plutôt long. Je vous avoue que au début de cette histoire, j'ai eu quand même beaucoup de mal à accrocher au récit, et ça n'a pas été non plus une histoire remarquable, enfin dans le sens où je la retiens forcément et où j'ai forcément envie de retourner vers ce livre, mais j'ai apprécié la plume de l'autrice, la manière dont elle se détache du reste et cette poésie qu'on y retrouve dedans, mais surtout ce que j'ai apprécié ici ça a été la fin, qui pour moi a relevé complètement l'histoire, puisque on a certains éléments qui sont plus développés, surtout autour de la relation des deux sœurs, qui sont franchement très intéressants, et clairement je suis bien contente d'avoir été jusqu'au bout de cette lecture pour justement découvrir la fin de ce récit qui ajoute un gros plus dans mon ressenti de lecture. Bien évidemment j'ai pas envie de vous en dire plus parce que je ne veux pas vous spoiler non plus, mais franchement globalement c'était une bonne lecture, mais c'était pas non plus exceptionnel au point de s'en souvenir encore pendant des années. Par contre un gros plus, il s'agit ici d'une fantasy young adult en one shot qui a cette ambiance très gothique et tout ça, qui pourra je pense plaire aux plus jeunes qui recherchent ce genre d'ambiance justement, que l'on retrouve pas forcément toujours et qui est quand même plutôt bien décrite. Clairement j'avais l'impression de me déplacer aux côtés de Medora et Allegra dans une genre de brume constante, et c'était juste incroyable de ce côté là. J'ai également lu La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft aux éditions Big Bang, qui vraiment
était une excellente lecture et honnêtement j'en avais entendu à la fois du bien et du moins bien. Je savais d'avance en allant vers ce livre que ce n'était pas principalement une chasse mais plutôt la préparation à cette chasse, une romance et que la chasse n'était que quelques chapitres à la fin du livre et franchement eh bien je suis bien contente d'avoir su tout ça avant de me lancer dedans parce que si au départ j'étais partie avec l'idée que ça allait être une chasse, comme on peut avoir l'impression en lisant le résumé, eh bien je pense que j'aurais été déçue comme beaucoup de personnes et pour le coup eh bien j'ai adoré cette lecture parce que la romance est super bien faite, parce qu'il y a une question de magie ici, entre la magie qui est bonne mais celle qui est un peu trop poussée et qui va du coup être néfaste pour soi et pour les autres, cette question de magie qui est très liée à l'alchimie et du coup c'est super intéressant de voir les éléments prendre forme aussi dans cette magie et que ce soit pas juste quelque chose d'inné. J'ai trouvé ce duo chasseur-alchimiste très intéressant dans le cadre de cette chasse, même si pour le coup je cautionne pas du tout la chasse, mais c'est bien expliqué, hein, on n'est pas en train de chasser un lapin, mais une créature mythique qui ravage toutes les terres et qui ravage en fait toutes les cultures, etc. et qui va même jusqu'à tuer certains humains. En fait, ce que j'ai apprécié ici, ça a été surtout la question de la religion, des convictions, la manière dont c'est traité, la manière dont les personnes ont un regard dessus. Il y a vraiment des personnes qui vont être presque racistes envers d'autres et puis en même temps certaines personnes qui vont être plutôt au contraire dans l'acceptation des autres, etc. Et franchement c'était super intéressant de voir ça mis en lumière dans ce livre et j'ai apprécié le développement de la romance comme je vous ai dit avant. Je trouve qu'elle s'équilibre très bien, qu'elle est assez intéressante en termes de dynamique, etc. Et j'aurais aimé peut-être un petit peu plus de figure parentale présente, peut-être un dénouement un petit peu plus développé aussi parce que le dénouement était quand même très rapide et surtout très prévisible, mais globalement j'ai quand même passé un très bon moment de lecture et je pense que ce qui a grandement aidé ça a été que je l'ai écouté principalement en livre audio parce que pour le coup ça m'aide aussi à me plonger un petit peu plus dans mes lectures parfois, surtout quand j'ai peu de temps pour lire. L'avantage c'est que si je fais quelque chose en même temps qui ne nécessite pas forcément beaucoup de réflexion et où je peux écouter un livre audio pendant ce temps là et me concentrer sur ce que j'écoute parce que c'est quand même assez important, et bien typiquement je peux dévorer des centaines de pages d'un coup et ça aide grandement pour se plonger dans une histoire, bien évidemment. J'ai également lu Damsel de Evelyn Sky, publié aux éditions Stardust et qui a d'ailleurs également été adapté en film sur Netflix sous le nom La Demoiselle et le Dragon. Je vous remets juste ici la vidéo dans laquelle je vous fais la comparaison entre le film et le livre si cela vous intéresse. J'avais vu le film avant de lire le livre donc je savais vraiment vers où on allait aller et pour autant, eh bien j'ai vraiment apprécié cette histoire. On y suit ici Elodie qui vit dans un royaume qui crie famine et en tant que princesse, eh bien elle va être mariée de force au prince d'un autre royaume, enfin de force, c'est arrangé quoi, pour pouvoir avoir en échange des denrées, pour pouvoir subvenir aux besoins de son propre peuple, puisque en fait le royaume dans lequel elle se rend est un royaume très prospère qui clairement croule sous les richesses et donc Elodie va intégrer ce monde-là, elle va devenir épouse du prince de ce royaume-là, mais elle va très vite se rendre compte qu'en fait les choses ne sont pas si simples qu'il n'y paraît et en fait elle n'est qu'un engrenage dans une machinerie bien plus grande qu'elle et elle va se retrouver clairement jetée dans une fosse au dragon. Je vous laisse découvrir le pourquoi du comment, pourquoi elle se retrouve là, mais elle va tout faire pour se battre et s'en sortir et franchement c'est génial, c'est hyper intéressant. Ce que j'ai adoré ici, ça a été le fait que l'autrice ait développé vraiment une langue propre au dragon que Elodie va découvrir et apprendre à déchiffrer pour pouvoir s'en sortir. Il y a une question du pouvoir, etc. qui est très intéressante. Cette question aussi des erreurs du passé et de la manière dont on peut se racheter et franchement j'ai adoré, j'ai passé un trop bon moment de lecture. J'ai apprécié suivre Elodie et à quel point elle est complètement dévouée pour sa famille, pour ses proches et qu'elle va tout faire pour eux et surtout pour sa sœur et franchement c'était trop chouette. Et d'ailleurs la fin du roman est complètement différente de la fin du film, donc si jamais vous n'avez pas lu le roman mais vu le film, ça peut valoir le coup quand même de découvrir ça puisqu'il y a quand même pas mal de différences entre les deux. On continue ensuite avec des livres qui vont plus être du côté dystopie et anticipation, avec tout d'abord L'année de grâce de Kim Lee-jet aux éditions Casterman que j'ai adoré découvrir. Ça a été une très chouette lecture mine de rien. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Tierney qui vit dans une société
qui est très machiste, où en fait les femmes à l'aube de leurs 16 ans sont envoyées dans la forêt pour 1 an pendant ce qu'on appelle l'année de grâce, qui est du coup une manière en fait de les libérer de leur pouvoir de séduction qui corromprait les hommes aussi. Et c'est franchement très intéressant de voir ce point de vue là, et c'est surtout une histoire qui va prôner le féminisme et qui va défendre de belles valeurs, en particulier grâce à la fin du roman et ce qui est amené dans cette histoire. Franchement, j'ai apprécié pouvoir découvrir cette aventure aux côtés de Tierney, pouvoir découvrir ce qu'il se passe pendant l'année de grâce qui est complètement tabou dans cette société, et en même temps il y a des petites choses qui m'ont un petit peu chiffonné, comme la facilité avec laquelle la romance va se développer, etc. Mais je comprends vraiment l'intérêt de l'autrice d'avoir mis en place tout ça pour pouvoir arriver au dénouement qu'elle souhaite, et donc j'ai vraiment apprécié cette histoire. Et si vous recherchez une dystopie young adulte, eh bien je ne peux que vous la recommander. D'ailleurs, ce livre existe déjà aux éditions Casterman, aux éditions Gallimard Jeunesse pour le format poche, et va re-être édité aux éditions Casterman cet automne. Si cela vous intéresse, vous allez pouvoir le retrouver avec une nouvelle couverture sur vos étals de librairie. Et donc probablement les anciennes collections sur Vinted ou d'autres sites de revente. Bref, en gros, c'est une histoire qui va être un peu entre un genre de Hunger Games, pas vraiment, mais ce côté vraiment des femmes livrées à elles-mêmes dans la forêt, qui vont devoir survivre malgré tout, et en même temps, ce côté très féministe. Et c'est un livre qui est souvent comparé à La Servante écarlate, en tout cas qui s'inspire de La Servante écarlate, que je n'ai toujours pas lu, mais que j'aimerais beaucoup découvrir un jour, parce que je pense que c'est une œuvre emblématique de la littérature féministe et qu'il faudrait le lire un jour dans sa vie, et surtout une œuvre emblématique de tout ce qui est dystopie, etc. Et du coup ça peut être très intéressant à lire. Bref, en tout cas, c'est le point fort de cette lecture. Elle m'a donné envie d'en découvrir une autre, mais je l'ai toujours pas fait. Par contre, dans un genre de dystopie féministe, enfin un peu plus de l'anticipation pour le coup, j'ai lu Le Registre de Noémie Bourgois, qui est un livre auto-édité et qui est une pépite. C'est un livre pour lequel il faut être quand même très accroché pour le lire, parce qu'il traite des sujets qui sont pas forcément très faciles à lire, et l'autrice est impitoyable avec ses personnages, mais c'est clairement un livre que j'ai adoré découvrir, parce que justement, en fait, c'est des sujets qui résonnent énormément avec ce que l'on peut entendre d'un point de vue politique, que ce soit dans notre pays ou dans d'autres, et qui permettent en fait de juste réaliser à quel point les droits que l'on a sont super importants et qu'il faut se battre pour garder nos droits, parce que ça peut partir du jour au lendemain. Je m'explique. Ici, l'histoire se passe en 2045 et on va suivre une société qui a complètement basculé du jour au lendemain, où les femmes, du coup, n'ont plus le droit à l'avortement. Alors, quand je dis du jour au lendemain, c'est au sein de quelques années, avec peut-être 1 ou 2 mandats politiques seulement. Elles n'ont plus accès à l'avortement, donc les médicaments pour l'avortement sont plus disponibles sur le marché, c'est complètement contrôlé, au point même que chaque grossesse est répertoriée dans le registre par les gynécologues, donc en fait il va avoir toute une filière de contrebande et de contrefaçon qui va se mettre en place, mais qui est complètement interdite et très contrôlée aussi, et du coup clairement en fait ces personnes qui vont essayer de se battre pour avoir leurs propres droits sur leur corps, eh bien vont pouvoir simplement risquer leur vie, voilà, et c'est horrible en fait, c'était vraiment horrible à suivre, et en même temps, eh bien c'est très percutant. On va y suivre ici tout d'abord une adolescente qui, suite à un rapport non consenti, se retrouve enceinte et va passer par plusieurs phases, au départ du déni jusqu'à l'acceptation, le fait d'en parler à sa mère, et va ensuite trouver une solution pour avorter, quand bien même ce soit extrêmement risqué, et elles vont toutes les deux prendre tous les risques du monde pour clairement sauver l'avenir de cette adolescente qui ne désire pas avoir un enfant, et encore moins cet enfant de ce rapport qui n'était pas consenti. Franchement, c'est super intéressant de suivre ça, mais ça va surtout amener à plein d'autres choses, et on va découvrir au fur et à mesure d'autres personnages et leur implication dans tout cela et leur manière en fait de se battre et de faire valoir leurs droits, et j'ai adoré. Alors je pourrais pas dire que j'ai passé un super moment de lecture, parce que c'est clairement un livre qui est difficile à lire, mais c'est un livre qui amène à réfléchir, et je pense que c'est important aussi d'en avoir un petit peu dans nos lectures et de pas juste avoir toujours du divertissement, et vraiment c'était très intéressant, et je ne peux que vous recommander les romans de Noémie Bourgois pour ça, parce que entre celui-ci et le dernier né, c'est des belles pépites. Alors voilà donc tous les one-shots que j'ai pu lire en l'espace d'1 an. J'espère que cette petite liste de lectures vous aura donné des petites idées, petites
J'espère que cette liste de lecture vous aura donné des idées de livres à découvrir. N'hésitez pas à me dire en commentaire lesquels vous font envie, ce que vous avez pu lire déjà, ou à me recommander des livres dans les mêmes genres en fonction de ce que je vous ai partagé ici. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre bien évidemment. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao! Et là je peux pas faire coucou parce que je vais tout faire tomber.